On a bientôt qui vont sortir des arbres. Des maisons? Bon. Tu me laisses travailler, chérie? Et bientôt, elles vont grossir. Ok. Tu me laisses travailler comme promis? Tu fais pas de bruit pendant que je parle, d'accord? Bon, mais là, je vais rien faire. Ok. Je vais pas Si tu peux respirer, mais tu fais pas de bruit, d'accord? Allez. D'accord. Chut. Voilà, c'était pour vous montrer les conditions dans lesquelles on travaille. C'est pour tout le monde pareil. Honnêtement, j'ai hésité à mettre en ligne un nouvel épisode, un podcast qui parle d'éco, étant donné le contexte actuel, c'était peut-être futile. Et puis en fait, après de nombreux échanges avec vous et avec moi-même, faut dire que j'ai eu le temps, je me suis dit banco parce que justement, on avait peut-être besoin de ça, de futilité, de déconnecter des informations, de penser à soi, de prendre le temps et de faire des choses qu'on aime. Alors, si écouter un podcast d'éco peut vous changer les idées, me voilà, à votre service. En échange, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à parler de cet épisode ou du podcast Décodeur. Si vous écoutez sur Apple Podcast, par exemple, n'oubliez pas de me mettre une note, ça m'aide vraiment énormément. Vous pouvez aussi le partager sur vos réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram. Ça aussi, ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup d'avance. Passons maintenant au sujet du jour, parce que c'est un épisode pas comme les autres. En fait, il y a une quinzaine de jours, j'ai enregistré un talk en public sur le thème de la déco éco-responsable. J'avais envie de traiter ce sujet d'actualité, alors j'ai invité 4 intervenants bien placés pour nous en parler. Il y avait Julia Rousseau, la fondatrice de Good Moods, le magazine d'inspiration, mais aussi agence créative, qui repère et décrypte pour nous les tendances d'aujourd'hui et de demain. Cécile Figuette, la directrice artistique et fondatrice des papiers peints français et sur mesure bien faits. Mathieu Bourgeot, le fondateur de Tipto, la jolie marque de meubles durables qui sont bien pensés et bien produits. Et enfin, Charlotte Cadet, la fondatrice de Celency, le site qui permet de chiner et de vendre en ligne des meubles et objets déco de seconde main. C'est d'ailleurs dans les très jolis bureaux de Celency qu'a eu lieu ce talk pour les 1 an de Décodeur. C'était très intéressant d'échanger à 4 sur ce sujet de l'éco-design dont on parle beaucoup. Alors c'est un talk à l'image de Décodeur, sans prétention, chacun a partagé son expérience, son avis. L'idée c'est de décortiquer les infos qu'on peut avoir et de vous les rendre accessibles. C'est un format nouveau, j'espère que ça vous plaira. Désolée pour la qualité du son, qui est un peu moins bonne que d'habitude, mais franchement, ça passe. Allez, je vous laisse écouter. Donc Charlotte, quand tu as lancé Celency au tout début, est-ce que c'était vraiment par amour de la Chine ou en fait tu étais déjà dans cette idée de surconsommation à éviter ? Alors, donc, pour être vraiment transparente, quand je me suis lancée dans l'aventure Celency, c'était vraiment dans une démarche d'apporter une authenticité, une vraie personnalité, une âme à ma déco et trouver des pièces qui changent en fait un peu de l'ordinaire. Donc, c'était vraiment ça qui m'a animée en premier lieu. Mais ensuite, effectivement, dans un second temps et avec une deuxième lecture, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que ce projet pouvait aussi vraiment se glisser dans cette nouvelle manière de consommer en remettant en circulation des pièces de seconde main. Et je trouvais que c'était du coup, ça donnait encore plus de sens, au projet. Donc je l'avais identifié, mais c'était pas mon premier élément mon premier moteur. Mais aujourd'hui, c'est assez moteur justement. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous menez comme action au quotidien dans cet esprit-là ? Alors effectivement, du coup, ce qui a changé, je pense, au cours des 5 dernières années, c'est déjà à titre personnel ma prise de conscience sur le sujet, mon niveau de connaissance ou de compréhension aussi des enjeux qui sont ceux que l'on connaît aujourd'hui, liés effectivement à l'environnement. Et donc, je me suis vraiment renseignée sur tout ça et c'est devenu effectivement primordial aujourd'hui dans notre démarche. Au départ, je vais juste faire une petite digression là-dessus. Sur Celency, on avait eu du mal à prendre la parole sur le sujet green. J'avais un peu peur qu'on soit considéré comme une entreprise qui fait du greenwashing comme bien d'autres et qu'on se fasse un peu attaquer pour ça. Je ne nous sentais pas suffisamment légitime pour prendre la parole sur le sujet, soit par manque de connaissances, soit parce qu'on n'était pas parfait. Et puis finalement, ça fait 1 an et demi qu'on commence
vraiment à communiquer sur notre démarche engagée, sur le fait qu'on veut être de plus en plus responsable et qu'on essaie de mener à bien effectivement beaucoup de projets. Donc il y a toute la partie externe sur laquelle on travaille pour essayer d'être plus green auprès de nos acheteurs, de nos vendeurs. Et en interne, ce qu'on fait, c'est on a lancé déjà, du coup, c'est la deuxième année qu'on fait des Green Friday. Donc au moment du Black Friday, cette journée typique de la surconsommation, nous on s'engage à aller ramasser, ça fait 2 ans qu'on ramasse des déchets. Cette année, on a ramassé 2 millions de 2 tonnes, ça suffit, 2 tonnes de déchets en tout genre dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Ça, c'était dans notre matinée. Puis l'après-midi, on en a profité pour se sensibiliser aussi au sujet, apprendre un petit peu plus. Donc, on était entouré d'un collectif qui s'appelle la Fresque du Climat. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est assez intéressant comme démarche. Et ils sont venus nous sensibiliser aux enjeux et aux problématiques environnementales du moment. Et après, on met en place des petites choses dans notre quotidien au bureau pour essayer d'être plus green et être un peu entier, en tout cas dans notre démarche aussi. Donc, je sais pas, dans la façon dont on consomme nos déchets, dans la façon dont on gère nos espaces communs. En fait, ça tient parfois à des petites choses, des petits réflexes. Mais donc, on a une to-do list qu'on partage avec l'équipe et qui commence à être, qui grandit pas mal, quoi. Et l'autre jour, quand je suis venue, j'ai vu qu'il y avait des couvertures, je sais pas si on peut en parler ou pas, par exemple, pour éviter, pour le transport, en fait, pour emballer, plus de plastique, mais des vraies couvertures en tissu. Ouais. Alors, on n'est pas encore sur un transport complètement green chez Celency. Nos camions sont quand même des camions encore ordinaires. Ça fait partie des choses sur lesquelles il faudra qu'on travaille. Mais aujourd'hui, en tout cas, on propose effectivement, on a fourni des couvertures à nos transporteurs pour éviter d'emballer avec trop de plastique, trop de papier bulle, etc. Parce qu'en fait, souvent, c'est des consommables que l'on jette. Rares sont ceux qui réemploient et qui réutilisent vraiment tous ces plastiques qui servent à protéger les meubles. Donc voilà, donc ça a été une première démarche, effectivement, d'investir dans ces couvertures qu'on fournit à nos transporteurs et qui permettent d'être réutilisés et qui, en plus, par ailleurs, protègent encore mieux les meubles. Donc Mathieu, c'est vraiment écrit en noir et blanc sur ton site. Notre mission, créer des meubles durables, mieux pensés et mieux produits. Donc on est vraiment en plein dans le sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton approche ? Bonsoir à tous déjà. Nous, en fait, on a un catalogue de produits qu'on construit à un rythme, on va dire, soutenable. On se dit vraiment qu'on veut faire des produits forts, que ça soit bien pensé, mieux conçu et durable. Donc on prend le temps déjà de se construire notre catalogue et de ne pas avoir 10 000 références de chaque produit, mais vraiment d'avoir des objets auxquels on consacre beaucoup d'énergie dans le développement. Et on a en fait en interne défini 5 principes à chaque fois qu'on développe un produit, qui pour nous sont les ingrédients indispensables à un produit qui sera durable et responsable. Ces 5 principes, le premier, c'est de faire les choses simplement. Donc, créer des choses simples, c'est des objets en fait qui vont être bien nés. C'est toujours compliqué de faire simple, donc c'est beaucoup de travail. Et c'est un objet qui est bien né, qui va à la fois être beau parce qu'il il est très simple et en même temps servir de manière efficace l'utilisateur. Le deuxième principe, c'est d'essayer de faire beaucoup avec peu. Donc là, c'est à nouveau un objet qui avoir un usage vraiment optimal. On va vraiment penser un usage optimal avec une fabrication, une conception la plus frugale possible, qui va utiliser le moins de ressources, le moins de matières possible et être bien industrialisé. Le troisième principe, c'est d'utiliser les bons matériaux et le faire avec les bons partenaires. C'est pour ça qu'on va toujours soit utiliser des matériaux qui sont à minima recyclés ou sourcés durablement, au mieux à minima recyclables ou sourcés durablement, au mieux recyclés et fabriqués à 100% en Europe et en grande partie en Belgique, en France, dans des pays vraiment qui sont proches géographiquement. Ensuite, le quatrième principe, c'est de vraiment penser la durée de vie de l'objet. Parce que je trouve que c'est un sujet où on a vite, quand on n'est pas initié, en fait, on peut vite être induit en erreur. Les idées les plus intuitives ne sont pas forcément les plus pertinentes quand il s'agit d'environnement. Et parfois, on va dire qu'il ne faut pas utiliser de tel matériau, mais en fait, si typiquement un produit en plastique a une durée de vie de 10 fois plus longue qu'un produit dans un matériau plus responsable, c'est pas forcément un bon choix. La durée de vie, c'est un des premiers sujets, des premiers postes d'impact pour un objet. Donc on fait en sorte que les objets ils soient solides,
qui soit réparable et qu'ils aient une vie la plus longue possible et qui soit aussi intemporel dans le style pour pas qu'ils se démodent. Et le dernier, 5e concept, c'est vraiment de penser la déconstruction dès le développement du produit. Donc c'est peu de pièces qui se désassemblent facilement et qui vont être monomatériaux pour être recyclables. Voilà, on essaie vraiment de toujours intégrer ces 5 concepts dans nos produits, et cela depuis le début. Après, c'est marrant, Charlotte, que tu dises que vous, le discours a évolué, parce que nous, c'est exactement pareil. En fait, moi, j'ai grandi à la montagne, j'ai toujours été ultra sensible à ces sujets-là et à la nature, à l'environnement, mais au départ, la démarche d'intégrée dès les premiers produits. Je pense que le pied de table Tipto, c'est assez évident qu'il est fait pour récupérer un matériau et déménager avec son propriétaire, etc. Mais en fait, on en parlait assez peu parce qu'on se disait, un peu de la même manière que disait Charlotte, que soit ça n'intéressait pas les gens, soit qu'on n'était pas parfait et que c'était pas forcément pertinent d'en parler. En fait, on voit que de plus en plus nos clients sont en demande de transparence, d'informations sur ces sujets, où vous faites comment, qu'est-ce qu'il y a dans le produit, etc. Et donc, de plus en plus, on sent la légitimité et même le rôle d'ouvrir une nouvelle voie, de montrer qu'il est possible de faire des produits mieux pensés, mieux produits dans le secteur du mobilier. Parce que justement, vous, c'était dès le début. C'est vrai que Cécile, je voulais lui demander comment elle prend le virage en étant un grand site leader, de prendre le virage du green. Toi, c'était une volonté dès le début. Ouais, on a vraiment... comme je vous disais, j'ai toujours été un grand admirateur de la marque Patagonia, dans la outdoor et le milieu des vêtements et des vêtements de montagne. Et c'est vraiment un modèle de marque que j'ai toujours admiré. Entre-temps, plus proche de nous, il y a eu Veja, je trouve, qui est un super exemple c'est des gens qui sont ajoutés des contraintes dans le développement de leurs produits, qui ont mis peut-être plus de temps que certains à créer leur marque, mais finalement, je trouve, le marché a salué tous ces efforts. Et c'est aujourd'hui une marque magnifique qui a explosé. Et dans notre secteur, en fait, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis le début, mais sur lequel on n'expliquait pas beaucoup notre démarche. On essaye de le faire de plus en plus, ce qui est tout un travail en interne aussi de collecter l'information, la diffuser à toutes les équipes pour que tout le monde sache parler de ces sujets et dire ce qu'on fait bien et ce qu'on doit faire mieux demain. Tu nous cites justement des marques de mode. Je vais poser du coup une question à Julia, toi qui as une vision très globale des acteurs du marché, parce qu'avec Good Mood, vous faites beaucoup de curation. C'est l'essence même du site. Donc toi, est-ce que tu confirmes qu'il y a un vrai élan de la part des marques sur ce sujet? Est-ce qu'il y a quelques marques que tu peux nous citer qui travaillent dans ce sens? Oui, alors c'est vrai que nous, on s'est penché sur le sujet à l'occasion d'une expo pour Made in Design en septembre dernier qui fêtait ses 20 ans. Le brief, c'était faites-nous la curation de tous ces acteurs et comment on raconte l'histoire. Et en fait, on s'est aperçu qu'on a listé à peu près 120 initiatives de marques, de labels, de designers. On s'est dit comment on raconte, comment on les classe en fait, comment on explique tout ça. Donc on a créé une histoire on a essayé de créer un parcours ludique en créant une catégorie what, where, who et how. Donc en gros de parler à la fois des matières recyclées, des façons de produire, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, de ces nouveaux designers qui sont de plus en plus des artisans, et en tout cas qui mettent en valeur l'artisanat, et enfin la production locale. Donc tout ce spectre d'une centaine d'initiatives, en fait la question est si vaste que ce qu'on peut dire c'est que de plus en plus de designers avant créaient des produits pour leur fonction. Maintenant cette contrainte d'éco-responsabilité rajoute un prérequis qui booste leur créativité et qui même incite les marques pour lesquelles elles travaillent à être plus green. Voilà. Et en face de ça, il y a des artisans qui sont donc plus valorisés, donc mieux mis en avant. Et puis, il y a encore des grosses marques de mass market qui ont du mal, forcément, parce que leurs prix sont bas. Donc, c'est difficile le consommateur est aussi schizophrène, c'est-à-dire qu'il veut du green, mais au prix auquel on l'a habitué. Donc, voilà, c'est un vaste sujet. Cécile, toi, tu fais partie justement de cette nouvelle génération de créateurs, de designers, de directeurs artistiques. Ta marque est très engagée depuis le début. Je crois que tu préfères faire peu de modèles, mais bien les faire, que d'avoir des collections régulières. Tu es anti-surconsommation. Oui, exactement. C'est vrai qu'avec la marque Bien Fait, pour
Pour récapituler, moi je viens du milieu du design textile. Donc j'ai dessiné des collections de design textile pendant 10 ans. Et là, le rythme était effréné. Il y avait des collections à sortir 2 fois par an, énormément de motifs. Et j'étais assez vite écœurée de cette façon de travailler, où clairement la surconsommation était extrêmement encouragée. Donc quand le projet Bien fait a vu jour, ça a été tout de suite un positionnement évident pour moi de se dire que je sortirais des modèles quand il me semble que c'est pertinent, un peu comme tu disais. J'ai pas envie de m'assujettir à un rythme de collection typique. On fait pas de salon et on sort des modèles quand c'est une bonne idée d'en sortir. Alors c'est pas forcément un développement rapide. C'est finalement on est un petit peu sur le mode de développement à la Veja. On se développe doucement parce qu'on sort peu de modèles, parce que voilà, le rythme est slow du coup. Est-ce que concrètement, tu peux nous dire sur quoi tu es engagée ? Il y a plusieurs... Alors, on fait très attention à ne pas... on fait attention à notre quantité de matière. Disons que tout ce qui est commandé, on imprime que ce qui est commandé. Voilà, excusez-moi. On imprime que ce qui est commandé. Donc, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de stock. On ne stocke rien, on produit à la commande. Donc, évidemment, ça a un coût par rapport à la façon de fonctionner de certains de nos collègues. On ne peut pas être aussi compétitif que certains. Notre positionnement s'en ressent. Nos marges aussi. Mais c'est une posture à laquelle je tiens beaucoup. On n'a jamais de stock. Nos clients reçoivent le papier peint qu'ils posent sur le mur et il n'y a pas de déchets. On ne jette rien. L'emballage, c'est du papier. Il n'y a aucun plastique dans nos emballages. Il n'y a pas de suremballage non plus. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça, mais c'est pareil, il y a eu une courbe d'apprentissage. On a commencé à faire des erreurs et puis finalement, on a réajusté au fur et à mesure. Et maintenant, le papier peint, il est emballé dans une boîte qui est en carton recyclé et puis dans du papier d'abord et dans une boîte ensuite. C'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Nos papiers sont issus de forêts éco-gérées de façon durable, avec des labels très strictes. Nos encres sont des encres à base d'eau, non polluantes, qui ne rejettent rien de dommageable pour l'humain ou l'environnement. Notre unité de production, notre imprimeur également, est quelqu'un qu'on a sélectionné, c'est un partenaire qu'on a sélectionné avec soin et qui gère son avant-production et son après-production correctement. À savoir qu'il fait partie, il a un ISO qui est un label de production raisonnée et environnementale très réglementée, et il recycle tous ses déchets. Parce que c'est bien joli de faire des efforts, mais si ensuite on met tout dans la nature et que ça ne se recycle pas, c'est une industrie, l'industrie du papier et de l'impression, qui n'est pas sans impact sur l'environnement. Donc on se doit d'être attentif en fait à cet impact. J'avais envie aussi de mettre en place pour l'avenir quelque chose de type équilibrer notre empreinte carbone, parce que les expéditions, vu qu'on livre partout dans le monde, ne sont évidemment pas sans impact. Mais ça, après renseignement pris, c'est finalement un petit peu plus compliqué qu'aller planter des arbres, contrairement à ce qu'Air France essaye de nous faire croire en ce moment. C'est pas en plantant des arbres qu'on devient quelqu'un qui équilibre son empreinte carbone. Donc, il va falloir encore creuser la question. Pour l'instant, j'ai pas résolu cette problématique. Merci beaucoup. Donc, consommer local, c'est important. Julia, par exemple, en France, on parle souvent des petites marques qui se lancent, là, Bien fait ou Tipto. On va pas dire c'est une petite marque qui se lance, mais c'est une marque nouvelle quand même. Mais il y en a qui n'ont pas attendu que ce soit à la mode, que ce soit tendance ou qu'on parle de ça. Il y a des marques qui font ça depuis 20 ans, en fait. Est-ce que tu as des exemples à nous donner aussi ? Oui, Tipto, c'est vrai que c'était une des marques qu'on avait sélectionnées pour cette exposition. Oui, enfin, j'en ai en tête, que ce soit en France ou dans le monde, mais dans le France, c'est vrai qu'il y a Alki, par exemple, qui existe depuis 81, qui est un collectif qui met en avant le savoir-faire du Pays Basque. Pas loin, il y a Versant Édition des Pyrénées. Plus récemment, il y a un collectif qui s'appelle Bud, qui fabrique que du mobilier en chêne normand. Mais au-delà de ça, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est toute cette vague de designers qui cherchent dans leur écosystème proche
à valoriser des savoir-faire. Je pense par exemple à Margot Keller, qui est une designer qui est vraiment, dont la marque éponyme existe à Marseille, qui fait vraiment travailler ce territoire-là. Mais ça va jusqu'à LRNCE, dont on parle beaucoup et qui marche très fort, qui valorise l'artisanat maghrébin. Voilà, donc il y a à la fois le Made in France et le consommé local qui se réunissent dans cette question. Mais au niveau mondial, c'est vrai que là aussi, dans cette exposition, parfois il y avait des contradictions parce qu'on pensait à des marques comme Ames, qui est une marque colombienne, enfin allemande et colombienne, pour qui Sébastien Eckner ou Pauline Deltour a travaillé, qui valorise les communautés en Colombie. Mais à la fois, on achète des choses qui sont produites en Colombie, donc en quoi, voilà, il y a forcément un côté schizophrénique là-dedans. Il y a aussi des projets qui allient le local et puis carrément les communautés en les aidant. Je pense par exemple à Alvaro Catalán de Ocon, qu'on avait placé déjà pour la maison de My Little Paris, pour laquelle on avait travaillé il y a quelques années, donc voilà, qui fait travailler des communautés, des femmes en Amérique du Sud, au Japon, en Afrique, et qui en plus utilise des bouteilles en plastique recyclées. Donc voilà, là, quand ça mêle les deux, en fait parfois ça mêle un critère, voire deux, voire trois, puis parfois les deux sont contradictoires. Pour l'instant, c'est plutôt une question de compromis en fait. Ouais, il y a pas de, parce qu'il y a quand même des limites. On peut pas tout faire en France. Oh bah si, il y en a beaucoup les marques que je citais. C'est le cas. Après, il y a par exemple l'atelier Emmaüs. Pour le coup, là, ils recyclent des objets du label Emmaüs, enfin de la communauté Emmaüs. Ils impliquent des communautés en réinsertion. Et donc là, voilà, des exemples comme ça, clairement, ça a réuni beaucoup de critères. C'est vrai que dans l'éco-design, l'humain est très important. Tu disais, il y a la revalorisation du fait main, du local. Toi, tu as fait une collab avec Jars. On dit bien Jars, hein? Ouais. Comment ça? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Pour toi, c'était logique d'aller vers ce type d'entreprise? Alors en fait, à la base, on voulait créer des bouteilles inspirées de la grande consommation. Enfin, à la base, l'idée de Good Moods Éditions, c'est de good moodiser des savoir-faire. Donc la première idée, c'était ces bouteilles qu'on avait envie d'appeler de la consigne, et pour cause. Et c'est vrai que, en fait, on a travaillé avec Jars pour un projet d'hôtel dernièrement, et donc voilà, la discussion s'est continuée sur ce projet d'édition. Mais voilà, là aussi, on s'est forcément confronté à leur savoir-faire, à leurs limites, au fait que nous, on travaille beaucoup la couleur. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important pour Good Moods. Non, la couleur, chez Jars, ça se travaille pas avec un Pantone tout fait. C'est-à-dire que c'est la matière qui, avec une formule, devient cette couleur-là. Donc voilà, on a dû là aussi faire des compromis. Oui, et puis c'est vraiment des formules qui font que la terre prend cette couleur. Donc c'est presque en travaillant en laboratoire, on met pas juste une pipette de pigment et ça y est, ça marche, quoi. Donc on est très, très fiers d'avoir fait cette collaboration avec eux. Mathieu, toi, tu travailles, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que tes ateliers sont... ta famille est originaire de Chamonix et ça se passe aujourd'hui là-bas, tu fais fabriquer... C'est un de nos fournisseurs. Eux, ils font alors, plutôt des petites pièces pour nous, mais dans tous les produits, il y en a. C'est toutes les pièces de mécanique. En gros, j'ai d'une famille où mes deux grands-pères ont des histoires similaires et ils ont créé des ateliers d'usinage du métal. C'est-à-dire, en fait, c'est de l'usinage de barres de métal par tournage, pour faire des pièces de mécanique pour historiquement c'est l'horlogerie, puis l'automobile, l'aéronautique et l'agriculture, d'autres secteurs. Et c'est deux petites PME qui sont restées dans la famille, qui ont été reprises par mon père, mon frère d'un côté et mon oncle de l'autre. Et donc moi j'ai grandi dans cet univers-là, ce qui n'a pas été sans influence sur mon parcours. Parce qu'on travaille beaucoup le métal et moi je m'implique beaucoup dans le développement de produits. C'est aussi quelque chose qui me passionne particulièrement. Et donc ouais, on a des fournisseurs, pas mal de fournisseurs en France. Et comme je le disais, après dans toute l'UE, c'est vraiment le critère qu'on se fixe. Après il y a vraiment des savoir-faire, je trouve, en fonction des régions. Et au-delà de la problématique du prix, du coût de la production en France, il y a aussi des métiers qui ont pratiquement disparu qui existent plus qu'à l'échelle artisanale et plus industrielle. Et donc c'est pas toujours évident de trouver les savoir-faire qu'on veut à côté de chez soi. Moi je trouve que
se fixer comme limite l'UE, ce qui est bien, c'est que déjà en termes de génération, ça me parle et en tant que consommateur, Made in UE, c'est quelque chose qui me parle pratiquement autant que Made in France. Et puis ça permet vraiment d'aller trouver les bons partenaires sur le moulage du bois, sur le bois massif, sur la tôlerie, le tubulaire, sur chacun des savoir-faire dont on a besoin pour créer nos produits. Et donc, voilà. Mais est-ce que le circuit court, en fait, ça permet quand même de produire en masse? Est-ce que c'est compatible? Toi, tu as quand même un modèle économique qui peut être basé sur le volume. Je n'y vois pas trop. Nous, on essaie d'avoir un positionnement prix qui est accessible. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que je suis vraiment d'accord avec cette remarque sur la schizophrénie du consommateur qui veut, se sent culpabilise et veut en tout cas s'engager lui aussi et consommer plus durablement, et qui en même temps n'est pas toujours prêt à payer le prix des choses. Et ça, je pense que dans le secteur immobilier, il y a quand même des gros industriels qui ont appris aux gens à jeter les meubles à chaque déménagement, et ça c'est vraiment, je pense, imprégné dans les mentalités, dans la manière dont on consomme le meuble aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il va falloir travailler, faire évoluer et réapprendre aux gens le coût d'un produit. Moi, il y a une remarque d'une interview d'un des frères Broulet qui m'avait marqué. Il disait qu'il avait du mal à comprendre le fait qu'aujourd'hui, dans notre monde, la plupart des gens, même presque toutes classes confondues, vont acheter 1 à 2 fois par an des sneakers à plus de 100 €, et que pour une chaise des 100 €, alors qu'une chaise la sneakers va durer 6 mois, et qu'une chaise qui va durer 10 ans, des 100 € c'est déjà trop cher. Je trouve que notre perception de la valeur du meuble, elle a été beaucoup influencée, notamment par Ikea, et je pense que c'est vraiment quelque chose, un sujet sur lequel il faut éduquer les gens. Et un meuble, en fait, c'est énormément de matière, énormément de travail. Et on a l'habitude de se dire qu'une table, ça coûte quelques dizaines d'euros, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas, en tout cas, pas un produit qui est bien fait, et fait avec des bons matériaux et qui va durer, quoi. On parlait tout à l'heure du Made in France, j'y reviens juste pour faire intervenir Charlotte. Il y a une importance aussi du patrimoine, de transmettre aussi. C'est ce qui touche de plus en plus les jeunes aussi, cette transmission, le fait d'acheter des choses qui durent, qui racontent une histoire, etc. Ça fait partie, en tout cas, nous, de notre ADN et ce sur quoi on veut communiquer. Mais je pense que ça prend moins de place quand même aujourd'hui que l'argument justement engagé, responsable, qui nous on le voit, on a fait quand même pas mal d'études sur sur ces 3-4 dernières années. On en voit régulièrement des sondages auprès de nos utilisateurs pour comprendre quelles sont leurs motivations à l'achat et quels sont leurs premiers arguments, et justement où on compare la dimension histoire, patrimoine, un peu l'histoire de nos objets, le côté unique, différenciant, etc., authentique dont je parlais au début, ou alors le côté éco-responsable. Et on sent qu'en fait l'argument de l'éco-responsabilité des produits commence à prendre une place hyper importante dans leur motivation à l'achat. Et petit à petit ça remonte, et c'est pour ça aussi qu'on se doit de prendre la parole sur le sujet, de faire évoluer notre offre, et puis je pense aussi, pour faire écho à ce que tu disais Cécile et ce que disait Mathieu aussi, c'est d'être plus transparent aussi, et d'éduquer un peu nos utilisateurs, nos acheteurs, etc. C'est-à-dire on peut pas prétendre faire tout juste, tout impeccable, etc. C'est compliqué, il y a toujours des choses qui sont à redire, il y a toujours des choses à retravailler, il y a des choses qui paraissent évidentes et qui pourtant, effectivement, on prenait l'exemple de planter des arbres dans des forêts, a priori on se dit que c'est plutôt un bon geste. Oui, si tant est que le partenaire avec lequel on le fait arrive à tracer et à traquer les arbres que l'on plante, etc. Quand on sait qu'un arbre va commencer à avoir vraiment des vertus pour l'environnement après 30 ans de vie, c'est énorme. C'est-à-dire que si entre-temps, pour X ou Y raison, l'arbre est abattu ou brûlé ou je ne sais quoi, finalement il aura eu un impact plus négatif sur l'environnement qu'autre chose. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à moduler et à mesurer, et ça il faut qu'on arrive tous à s'éduquer, mais aussi à avoir cette démarche plus transparente avec les consos. On parlait du prix, je pense que le prix est aussi un sujet, c'est-à-dire être capable de dire oui, produire et des pièces sorties d'usine dans des conditions qui sont pas exactement celles, qui respectent pas exactement les conditions d'éco-responsabilité ou actuelles, c'est forcément moins cher
que de respecter toutes ces conditions. Donc je pense que ça, il faut le dire, il faut oser le dire. Je pense aussi, c'est peut-être une approche très Frenchy. On a du mal à parler du prix. On se dit toujours, je vais pas trop... c'est difficile d'assumer des positionnements prix parfois un peu élevés, etc. On a du mal à le mettre en avant, à le valoriser, alors qu'en fait, ça peut être un atout si derrière, on est capable d'expliquer, de justifier une démarche et de dire oui, une table, et c'est ce que tu disais Mathieu, une table Ikea peut coûter quelques dizaines d'euros, une table très bien faite par un designer ou par un éditeur qui édite un designer local, qui a eu une démarche, qui a travaillé avec des super matériaux, etc. Ça ne peut pas coûter quelques dizaines d'euros, ce n'est pas possible. Et ça, je pense qu'il faut dire les choses, il faut l'assumer, et puis et on sent que du coup, petit à petit, ça va dans le bon sens, quoi. Tout le monde commence à partager aussi ses avis. Comment l'éduquer, le consommateur, justement? Comment lui expliquer qu'il va payer plus cher, mais que c'est plus durable? Est-ce qu'il passe le cap, en fait? Moi, je pense on revient un peu à la question de la transparence. Est-ce qu'il est prêt à payer plus cher, tu vois? Après, il y a forcément, évidemment, c'est un luxe aussi. Aujourd'hui, c'est encore un luxe de consommer durable. J'espère que ça le sera de moins en moins, mais je pense qu'en tout cas, la première chose, c'est d'expliquer aux gens où c'est fabriqué, avec quels matériaux, pourquoi on l'a fabriqué comme ça. En fait, sur toutes les étapes du cycle de vie du produit, pourquoi il est mieux plus responsable qu'un autre, et puis quelle est notre démarche. Et ensuite, l'autre travail, c'est nous, on essaye de le faire après avec tout de même des prix qui sont pas non plus des prix, c'est pas du low cost non plus. On essaye d'avoir des prix qui permettent au plus grand nombre d'accéder à nos produits. Et donc ça, c'est travailler l'industrialisation, et je pense que les filières vont évoluer aussi avec cette demande. Un Ikea, aujourd'hui, il consomme quelques pourcents de la consommation de bois mondiale à lui tout seul. Le jour où il dit le bois, maintenant, il va être fait comme ça, c'est des acteurs qui ont le pouvoir de faire changer une filière. Et le jour où ces acteurs-là vont s'y mettre, ça va aider tout le monde, ça va être vertueux. Et peut-être que demain, le meuble pas cher sera durable lui aussi. Mais... Et je rebondis quand même sur cette notion de prix, c'est-à-dire que quand on voit l'explosion, nous on est spécifiquement sur le marché de l'occasion, donc je parlais du prix et du positionnement prix sur de la création, donc du neuf engagé de qualité, etc. C'est souvent plus cher. Maintenant, le marché de la seconde main qui émerge, on le voit, on fait souvent le parallèle aussi avec l'industrie de la mode, et on voit l'émergence de plateformes comme Vinted en France qui se sont surdéveloppées sur ces derniers mois, dernières années, avec une offre qui est extrêmement accessible et qui rend la mode encore plus accessible et quelque part encore plus saine, si toutefois les gens vendent pour non pas racheter du neuf, mais pour bien faire fonctionner l'économie de la seconde main et rester dans cette économie circulaire là. Mais voilà, nous on s'inscrit aussi là-dedans chez LNC, et se dire quelque part c'est pas vrai sur tous nos produits, on a un catalogue qui est très large, il y a des prix qui sont très élevés, mais il y a aussi des prix qui sont beaucoup plus accessibles que ce qu'on peut trouver par ailleurs sur les grandes enseignes de décoration qu'on connaît bien. Donc le marché de être green et s'engager, c'est pas forcément, ça coûte pas forcément plus cher. Non, ce qui est assez marrant, c'est que de la même manière que dans la mode, oui, il faut éduquer le consommateur et lui expliquer, en lui donnant la bonne info et en valorisant des savoir-faire et des matériaux, etc. Mais à l'inverse, au final, c'est quand même le consommateur qui va éduquer les grandes enseignes et les grandes marques. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elles n'auront plus le choix et tout le monde devra produire de manière éco-responsable. C'est un manque de culture, de connaissances, ou elles peuvent pas encore le faire? Les grandes enseignes, tu veux dire? Je pense que c'est quand même des enjeux business derrière. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont déjà pris conscience de ça, et même en raisonnant tout simplement en ayant une réflexion purement business, qui se disent que de toute façon il faut qu'ils changent. Et puis après il y a les régulations aussi, les réglementations nationales, internationales qui les obligent à changer. Mais mine de rien, quand on a un gros acteur avec un modèle qui a toujours fonctionné comme ça depuis des décennies et de grande taille, changer, je ne vais pas dire impossible, mais c'est long et compliqué. Moi, je pense, pour revenir à ta question, je pense que le rôle qu'on a à jouer, pour moi, c'est de montrer que, quand bien même on est des marques de petite taille encore, de montrer que les marques qui réussissent, celles qui s'engagent, et que
il y a une demande du marché, leur montrer que en fait, les gens sont sensibles à tout ça, et que nos efforts ils sont pas faits pour rien, et que les consommateurs nous le rendent bien, les clients nous le rendent bien, et leur montrer que c'est ça la voie de demain, quoi. Et je pense que là-dessus, je pense qu'on a un rôle très concret, parce qu'ils voient y a des jeunes marques qui cartonnent, qui font les choses différemment, qui font les choses mieux, et qui réussissent au détriment de personne, ni de travailleurs exploités, ni en ayant un impact sur l'environnement trop lourd. Et je pense que ça fait réfléchir quand même les grands acteurs qui, dominent les secteurs, quoi. Est-ce que l'éco-design, c'est vraiment une nouvelle technique de fabrication? Ça se joue surtout au niveau des matériaux. Je ne sais pas si on n'a pas encore parlé des matériaux. Mathieu, par exemple, ou Julia, qu'est-ce qu'un matériau éco-responsable? Pour moi, il y a l'impact écologique, il y a 2 niveaux. C'est en effet les matériaux et la production. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, la durée de vie. Et ça... alors nous, on est en Europe, donc le transport, c'est moins un sujet, mais typiquement, on entend souvent parler du transport si on résume, et justement, Ikea avait fait une étude assez intéressante il y a quelques années là-dessus, c'est vraiment les 2 pôles d'impact environnementaux très nettement. Par exemple, le transport, c'est assez secondaire. Donc c'est important déjà de bien identifier le problème, et c'est là, encore une fois, qu'il y a besoin de pédagogie, de transparence, parce que les idées les plus immédiates ne sont pas souvent les plus pertinentes sur le sujet. Et donc pour nous, un matériau responsable, c'est à la fois qu'ils ne viennent pas de l'autre bout du monde, qu'ils soient adaptés à l'usage qu'on va en faire, donc qu'ils soient bien choisis, et ensuite qu'ils soient recyclables et si possible déjà recyclés à la base. Donc parfois, souvent, c'est de se rajouter des obstacles, et ça nécessite de mettre plus d'énergie et plus d'efforts dans le développement du produit pour faire mieux. Donc Julia, est-ce que tu veux tu peux nous parler de matériaux éco-responsables? Est-ce que tu as des exemples? Ouais, c'est vrai que quand on a fait cette curation en septembre, on a découvert en se plongeant dans le sujet, notamment dans l'upcycling et l'utilisation de certains matériaux complètement dingues qui viennent des fonds marins pour créer du verre, du mycélium qui fait pousser des champignons pour faire des lampes, de l'intérieur de frigo pour faire des chaises. Enfin, on a vraiment découvert un nombre d'exemples de matériaux et surtout de plastique recyclé, parce que forcément c'est celui qu'il faut en urgence utiliser le plus possible. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a une innovation de ce côté-là qui est engagée et qui est forcée et contrainte de se réinventer. Et donc la matière devient un terrain de jeu extraordinaire pour les créateurs et les designers. Est-ce que ces matières, elles sont aussi quali? Parce que j'avais une question, c'était pour Cécile, mais c'est vrai, sur le cuir, par exemple, je crois que le cuir végétal, il s'abîme plus vite, il marque plus. Est-ce que le consommateur, il est prêt à ça? Comme dans le bio, la tomate, elle est pas ronde et toute rouge. Est-ce que dans le monde, dans notre univers, ça se... Pour moi, c'est des sujets où il faut vraiment pas être dogmatique, et je le dis souvent... dans l'équipe, il y a de jeunes designers et parfois ils sont très idéalistes, et je leur dis ce que je disais tout à l'heure, mais parfois le verre en plastique, s'il a une durée de vie 50 fois plus longue que le verre en carton recyclé, et qui lui a un impact en termes de production et dure un jour, c'est mieux le verre en plastique. Des fois c'est pas intuitif, mais il faut faire des choix. Et le cuir, je connais pas bien le sujet, sinon on travaille pas ce matériau-là, mais si le cuir végétal dure moins longtemps, peut-être que c'est juste pas un bon choix, quand bien même ça sonne bien et ça a l'air beau. C'est vrai, le cuir végétal, souvent c'est du plastique en fait, ni plus ni moins. Et c'est vrai qu'il y a des sociétés de cuir qui utilisent des peaux de l'industrie agroalimentaire, donc de peaux qui de toute façon sont utilisées et qui font ça de manière raisonnée. Et à l'inverse, il y a par exemple Philippe Starck qui a sorti un canapé en cuir de pomme. Puis en creusant un peu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de pommes quand même dans ce cuir végétal. Donc voilà, le cuir, c'est un bon exemple effectivement d'informations qui peuvent être contradictoires. Sur cette nouvelle façon de consommer, toi tu as un site plutôt de Chine, donc c'est quand même une nouvelle façon aussi de consommer. On prend le temps avant d'acheter, on garde des objets, il y a une durabilité. Est-ce que l'éco-design, c'est aussi prendre le temps en fait? On est dans une nouvelle dimension. Oui, moi je suis convaincue effectivement que ça s'inscrit dans cette même lignée du
parle souvent du slow living, mais effectivement, c'est cette même mouvance. C'est aussi accepter d'acheter moins, mais d'acheter mieux. Donc, de prendre le temps de choisir, de trouver ce qui est la pièce qui va nous accompagner. Et c'est vrai pour tout, je pense, tout ce qui nous entoure, ou en tout cas tout ce qu'on consomme. Et c'est très vrai dans le mobilier. On peut prendre le temps, effectivement, d'acheter. Nous, on communique à fond, en tout cas, sur cette démarche-là. Même si, une fois de plus, quand on achète de la seconde main et si ensuite on le remet en circulation et on le revend pour racheter encore de la seconde main, finalement, l'impact carbone, il reste quand même assez maîtrisé. Surtout si derrière, il y a du local. On est justement en train de faire notre bilan carbone là, en ce moment. Et voilà, nous, il est vraiment porté uniquement par le transport. Mais si on reste dans cette lignée assez vertueuse de l'achat-vente de pièces uniquement de seconde main, une fois de plus, je pense qu'on a les ressources suffisantes aujourd'hui sur notre planète pour réexploiter toute cette matière, la transformer, la faire revivre, etc. Pour ça, il faut faut prendre le temps d'imaginer des choses, effectivement, de réinventer, de se les approprier, de découvrir leur histoire, etc. Et pas être dans ces modèles de consommation, surconsommation effrénée, quoi. Est-ce que toi, tu as observé un pic ces 2 dernières années, je dirais, qui montrerait que les Français sont quand même sensibles à ça? C'est pas juste un effet de mode? Moi, j'ai l'impression que le gros changement que je vois, et particulièrement, je dirais, ces derniers mois, c'est un changement de la part des médias. Je trouve qu'on n'a jamais vu autant d'articles, de sujets, et tant mieux. Je pense que les médias ont un rôle à jouer fondamental pour faire évoluer et éduquer aussi un peu on va dire, conscience collective. Et comme on le disait, en fait, c'est pas forcément les entreprises qui doivent changer d'abord leur offre, mais c'est d'abord le consommateur qui doit changer pour faire ensuite évoluer le business et ensuite aspirer à des nouvelles réglementations, donc plus à un niveau politique. Et en fait, pour que le conso change, c'est aussi, ça passe effectivement par le média, par tout ce qu'on peut, ce type d'échange qu'on peut avoir aussi entre nous. Donc moi, je trouve que c'est surtout ça qui a changé positivement. Une prise de conscience. Il y a de plus en plus d'ouvrages et de lectures. Enfin, moi, ne serait-ce que dans mon entourage, et quand on en discute, j'ai de plus en plus de personnes qui sont vraiment averties sur le sujet et qui comprennent qu'il y a une urgence, quoi. Il faut changer. On parlait du vintage, ça remet, ça va avec le grand retour du vintage qui prend une place grandissante dans cet univers. Julia, c'est quelque chose que tu as remarqué aussi? On a envie de meubles anciens qui racontent une histoire, mais aussi d'intérieurs singuliers, tout simplement. Oui, je pense que lié aussi aux réseaux sociaux et à l'hyper théâtralisation presque de sa vie, de son lifestyle. On n'a plus seulement un look, on a un intérieur à revendiquer, une façon de manger à revendiquer. Donc voilà, donc sa maison, c'est le reflet de ce qu'on est, et donc on a tout intérêt à avoir dans ce décor des objets les plus singuliers possibles, mais aussi de l'artisanat qu'on a découvert et que personne connaît. Enfin, c'est vrai que l'hyper-expressivité de chacun, et qui se montre sur Instagram, sur Pinterest, etc., pousse tout le monde à aller vers du vintage, à aller vers des pièces, à aller mixer à des choses très contemporaines. Enfin, créer le plus de clash possible, c'est en tout cas une des grandes tendances actuelles. Tout à l'heure, Mathieu, tu parlais de cette idée de réparer. On peut faire un lien aussi avec les meubles anciens qu'on peut acheter, on peut louer, prêter, troquer, donner. Les gens sont prêts à ça, les consommateurs sont prêts à ça, tu crois, aujourd'hui? De plus en plus de demandes de gens qui nous disent j'aimerais, ça fait quelques années que j'ai un nouveau produit, j'aimerais bien changer de couleur ou changer de matériaux, etc. Et là, cet été, on a décidé, on travaille dessus, de lancer un service qui permettra de profiter pleinement justement de la conception simple de nos produits. Parce que l'idée, c'est de proposer aux clients existants d'acheter un nouveau produit à un prix préférentiel et de nous renvoyer leur ancien, pour qu'on est capable, nous, facilement de désassembler, décaper, repeindre, remettre à neuf et proposer comme produit reconditionné. Donc commencer à créer un modèle circulaire autour de nos produits. Et c'est vraiment partie de demandes clients qui sont de plus en plus nombreuses en ce sens. Donc, en termes de volume, ça reste encore des comportements qui sont à la marge, mais je pense que c'est quelque chose qui va se développer. Ouais.
J'ai oublié de te demander tout à l'heure, on parle beaucoup d'économie circulaire, tu viens de parler de ça, c'est vraiment un terme dans les médias qu'on voit partout. Est-ce que l'un ou l'autre voulait expliquer ce qu'est un tout petit peu plus précisément et brièvement ce qu'est l'économie circulaire? Au système vraiment plus linéaire, quoi, la production linéaire, on part d'un matériau, on le transforme, on le consomme, on le jette. Un système circulaire, c'est un système où justement on tourne en vase clos avec les ressources, on réemploie les ressources. Nous, ce qu'on essaie vraiment de faire à cet égard, c'est de prendre des déchets et que leur deuxième vie, dans leur deuxième vie, on fait un objet qui a encore plus de valeur que dans la première. Par exemple, on fait des tables basses en plastique recyclé, en packaging plastique. Donc à la base, c'était un emballage qui a une durée de vie éphémère et qui a rien de très esthétique, et on en fait une table basse ou une étagère qui ressemble à du marbre ou du terrazzo. Et donc c'est vraiment réutiliser les ressources et si possible les rendre encore plus utiles et plus belles que dans la première vie. Tu parlais d'upcycling aussi tout à l'heure, ça se fait beaucoup. Julia, est-ce que tu as des exemples? Est-ce que tu peux nous parler de ce thème? En tout cas, des chefs de file de l'upcycling, parce que c'est eux qui influencent, je pense aux frères Campana que tu citais tout à l'heure. Peut-être redire ce qu'est l'upcycling en 2 mots. Je pense que c'est ce que je viens de dire, c'est upcycling, ça veut dire prendre un matériau et lui donner encore plus de valeur que dans sa vie précédente. Moi, je le définirais comme ça. C'est ça. C'est la réutilisation de matériaux ou d'objets transformés dans une deuxième, dans une réinterprétation. Et ça se fait beaucoup? Oui, de plus en plus. Mais je pense à Pitanik, par exemple, qui est un des fers de lance à Eindhoven, qui a un studio qui propose à la fois une galerie, une boutique, un atelier, un restaurant. Ça aussi, c'est marrant de voir des modèles comme ça. On parlait de business model tout à l'heure, et comment réinventer des business models qui ont vocation qu'à vendre des objets. Peut-être que demain, le business model de grandes enseignes, ce sera plus de vendre des objets forcément. Ce sera de réunir des gens autour de valeurs, d'expériences, voilà. Enfin bon, c'est une vaste question. Exactement. Ouais. C'est vrai que pour l'instant, on associe la déco responsable à un style soit un peu rustique, soit un peu futuriste, qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Mais il faut quand même faire entrer ces meubles chez les Français, que ce ne soit pas juste un meuble dont on parle dans les médias, qu'on puisse l'appliquer. Est-ce que pour un créateur, par exemple, c'est une contrainte ou c'est un nouveau terrain de jeu de créer, d'inventer des choses dans cet esprit d'éco-design? Un designer, si on lui donne pas de contraintes, on lui dit juste fais une chaîne, c'est vraiment parole je vous le dis parce que je développe moi-même des produits, je travaille avec des designers au quotidien. Et ils vont vous dire, je ne sais pas dans quelle direction partir, je ne sais pas faire. En fait, la contrainte, elle est vraiment intrinsèque. La démarche de création, elle est nécessaire. Donc, moi, très concrètement, je fais des briefs pour chaque développement de produit. Dedans, je mets des critères sur les matériaux utilisés, le fait que tous les éléments doivent être démontables facilement, pas d'agrafe ou de colle ou le moins possible. C'est des contraintes pures et dures qui s'ajoutent au cahier des charges. Donc pour moi, c'est pas un problème. C'est un défi. Je cherchais une chute un peu sympa. J'ai terminé. Moi, je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si dans le public, quelqu'un a une question un peu à poser. 1, 2, 3 sur... Bon, merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce talk en entier. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire, à me faire des retours. Si vous n'êtes pas encore abonné à Décodeur, pensez à le faire tout de suite pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver les 45 épisodes déjà en ligne et notamment les intervenants que vous venez d'écouter qui avaient fait l'objet d'un épisode entier de Décodeur. Si vous voulez en savoir plus sur eux et sur ce qu'ils font. Par exemple, Julia Rousseau de Good Moods était l'épisode numéro 10 de Décodeur. Charlotte Cadet de Celency était ma toute première invitée, donc c'est l'épisode 1. Mathieu Bourgeot de Tipto était l'épisode numéro 18. Voilà, à très bientôt, prenez soin de vous.